Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Oris Donkovi, Sana Komla Sadio Echou et Madame Sophia Kenyossi Adanou. On parlait de l'officialisation de la candidature du chef de l'exécutif français Emmanuel Macron. Alors Sana, on a parlé du président Macron, président candidat. On va également parler de d'autres candidats. Horus l'a fait tout à l'heure. Il a parlé de Madame Le Pen, de Christian Taubira, d'Éric Zemmour et autres. Pour vous, quelle politique on peut avoir à partir de ces personnalités? Je vais être sincère avec vous, je ne suis pas tous les présidents, c'est-à-dire tous les candidats aux élections présidentielles françaises. Je ne maîtrise pas leur politique. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu plus comprendre le discours de Éric Zemmour, et ça s'arrête là-bas. Moi, c'est la politique togolaise. Vous avez compris un peu de Éric Zemmour? Pas vraiment. Je ne souhaite pas vraiment m'étaler là-dessus parce que moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe en France pour élire le président. Et par contre, ce que moi j'aimerais dire, c'est vrai que l'on reproche beaucoup de choses au président français, on reproche beaucoup à la France, mais est-ce que l'on s'attend qu'un président français vienne défendre les intérêts des Africains? Est-ce que c'est la question que les Voilà, les donc gens se posent. il faut pas que l'on soit aussi optimiste sur ce point de vue, que ce soit Taubira, que ce soit tel autre, il ne viendra que défendre les intérêts Donc, de la France. des présidents africains. Nous avons vu que sous Barack Obama, c'est sous Barack Obama que les violences envers les Noirs ont connu plus d'ampleur. Donc, aux États-Unis. Les présidents français, quelles que soient leurs origines, n'auront que le choix de défendre les intérêts de la France, sinon ils seront déchus tout simplement. Maintenant, si nous rejetons vraiment, et comment dit-on bien, nous ne voulons pas l'implication de la France pour imposer des dictatures, je crois que Madame Sophie serait contente que nous avons un président élu, Faure Gnassingbé, parce qu'en face de lui, il y avait un Agbeome qui, lui, tout de suite, faisait appel ou bien faisait référence avec ses complicités avec la France. Donc, soyons heureux d'avoir un président qui ne revendique pas ses amitiés avec un président français. C'est ça, qui fait toujours rire. Madame, oui. Il vous a lancé quelque chose, vous voulez répondre avant que je pose la question? C'était une pique amicale. Oui, il dit que c'est amical. Ouais, c'est amical. Je ne veux pas rentrer dans son genre. Alors, vous pouvez dire quelque chose sur les autres candidats ou... Bon, les autres candidats... Surtout leur politique envers l'Afrique, c'est ce qui est important. Non. Les autres candidats, bon, aucun d'eux, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Et parce qu'on connaît bien les Européens, les Occidentaux. Et ils peuvent se déchirer entre eux. Ça. Mais à l'extérieur, en Afrique, ils sont unis. C'est clair. Leur politique en Afrique ne va jamais changer. Voilà. Ce sera leur intérêt d'abord. C'est ça. Ils sont unis. Qu'ils soient de la gauche extrême, droite extrême ou bien centriste ou autre. Et en Afrique, vers l'Afrique, leur politique étrangère, je ne vois pas que ça va changer. Combien de discours on n'a pas entendu de la France, des présidents qui montaient au sommet de l'État. Quel discours on n'a pas entendu envers l'Afrique? Donc ça va changer. D'autres, Emmanuel Macron au Burkina, ça ne devait plus comme ça, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Au Sénégal. Voilà, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc du coup, leur politique entre eux là-bas, bon, ok, donc la démocratie parfaite, les élections non controversées et tout, c'est bon. Mais pour nous en Afrique ici, je crois que les tests sont bien là. Ils montent sur le siège de la présidence, et c'est bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la bouche du président Hollande vers l'Afrique? Mais ça a continué comme ça jusqu'à avoir des propos vraiment pas trop cohérents et pas trop bien pour des uns et des autres. Je crois que ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que ce sont les présidents français qui doivent montrer aux Africains les vraies méthodes de démocratie ou bien... Ce n'est pas dans ce sens-là que moi je mène le débat. Dans quel sens peut-être que... Il faut laisser les chefs d'État africains qui montent au sommet de l'État et asseoir leur politique, leur démocratie. La démocratie, chaque pays et chaque peuple a sa façon de gouverner et de se gouverner. Donc on leur dit des choses. Il leur dit des choses, bien évidemment, parce que la majorité, leur économie vient d'où? De l'Afrique.
Donc quand ils disent ils ne peuvent pas continuer sans l'Afrique, donc ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'ils trouvent beaucoup de choses en Afrique. On voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Niger, on voit ce qui se passe au Burkina, pourquoi pas au Tchad et au Congo avec les Américains. Donc du coup ce qui se passe au Grand Lac là-bas. Donc ils viennent, et c'est vrai, ils mettent des gens, mais c'est comme ça, même en politique. Excusez-moi, un chef d'État qui est là, il s'entoure de qui? De ses collaborateurs, ceux qui sont qui peuvent faire le travail avec lui, avec qui il peut discuter sans avoir de problèmes, de controverses et autres. Donc du coup, c'est pareil. Ils veulent des chefs d'État qui collaborent très bien avec eux en les laissant quand même puiser le maximum. C'est vrai que nos chefs d'État doivent quand même... c'est pas tout ce que... la France ne pique pas tout, bien sûr. Les Occidentaux et les autres ne piquent pas tout, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à ne pas faire développer leur pays? Et à chaque fois, il y a des controverses, à chaque fois, il y a des soulèvements. On doit les interpeller. Bon, excusez-moi le terme si fort, pour qu'ils arrivent à asseoir une vraie politique de développement en tenant compte de nos réalités, en tenant compte de nos besoins, en tenant compte de la vie de tout un chacun, de toutes les parties, toutes les couches sociales, pour pouvoir faire avancer leur pays. Il faut dire sur quelle base ou bien quel développement voulons-nous, quelle démocratie voulons-nous pour notre peuple. Voilà un modèle de démocratie. Comment est-ce qu'il faut l'adapter? Donc, on ne fait pas de démocratie pour faire démocratie. On ne fait pas l'élection pour faire l'élection. Il faut faire les élections pour une cause donnée, pour un objectif bien précis. Donc, je crois que le débat se dirige vers là, pour moi. Avant de prendre la route de N'Djamena, vous avez quelque chose à ajouter au J'avais quelque chose à dire. Alors, tout à l'heure, tu disais par rapport au président africain, ainsi de suite. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. C'est qu'il faut rappeler que déjà que nos pays sont des constructions artificielles, mais des constructions artificielles qui ont été mises en place justement pour affaiblir les États séculaires qui étaient là, les organisations qui étaient là. Déjà, il y a ce paramètre-là. Après, dans tout le processus, que ce soit celui du protectorat, de la colonisation, de la recherche des indépendances, de la démocratisation en 90 et ainsi de suite, dans tous les processus, on a influencé tout ce qui était élan démocratique, restructuration, réorganisation de l'État et ainsi de suite. C'est très important de le noter. Donc, du coup, très souvent, à la tête, on n'a pas des gens qui sont à l'expression de ce qui aurait pu être. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, oui, il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Là, je rejoins, par exemple, je pense, Sana et Sony, quand ils parlent d'une certaine forme de passivité. Parce qu'il y a quelque chose que toute la planète entière fait et que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas du lobbying. Nous faisons. Quand vous avez une élection aux États-Unis, vous avez l'AIPAC. L'AIPAC, c'est, si vous voulez, le conglomérat juif qui est particulièrement puissant, qui va influencer les élections américaines. Vous allez avoir le lobby russe, le lobby européen, le lobby chinois, par exemple, qui intervient actuellement au Portugal, en Italie, en Russie et même en France. Et nous, en Afrique, on est souvent, on nous a inculqué quelque chose qui est très vicieux, qui est de nous faire comprendre que nous sommes hors de la mécanique du monde et pas que par conséquent nous la subissons. Alors que il est important que nous soyons dans le lobbying. Et ce qui va se passer, c'est que tous les présidents africains qui à un moment vont penser l'émancipation de l'Afrique vont tomber sur ce problème-là. C'est pour ça que vous allez, si vous vous rendez compte, vous allez avoir Malcolm X qui vient à un moment à l'UA, dans les années 60, et qui précise à l'UA, il dit, n'oubliez pas que les Afro-Américains sont africains. Vous allez avoir Sankara qui fait le détour de Harlem. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a quelque chose que l'Afrique ne fait pas, c'est celui de la puissance économique, politique, géostratégique, qui à un moment va faire aussi son jeu de lobbying. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en Afrique, on n'a pas pensé, on n'a pas conceptualisé cela. On est rentré parfois dans quelque chose de très vicieux, qui est celui des mallettes. Donc vous avez un individu qui est riche, comme à l'époque on avait les mallettes Bongo, les mallettes Mobutu, qui va influencer, un investisseur et ainsi de suite, et va avoir un relationnel entre personne à personne. Alors qu'en réalité, dans les autres pays,
il s'agit de personnes qui incarnent l'État, qui font un jeu de lobbying pour favoriser un groupe de personnes, pour favoriser leur État. Donc quand par exemple vous arrivez à mettre Macron aux affaires, mais Macron, lorsqu'il se déplace et qu'il va influencer la politique de la Chine, lorsqu'il va avoir un clash avec le président Trump et ainsi de suite, c'est avant tout pour défendre ces relais économiques, ces relais géostratégiques. En Afrique, nous n'avons pas ça. Donc nous sommes ici, nous sommes spectateurs, nous attendons de voir ce qui se passe à l'extérieur et après, nous subissons. Parce que justement, lorsque ces gens finissent leurs élections, mais ils influencent. Ce n'est pas anodin que quelqu'un comme Kadhafi prenne à un moment des mallettes et dise « je finance l'élection de Sarkozy ». Le gars était, comment dirais-je, il était diabolisé. Et pour avoir donné quelques billets, il s'est retrouvé à planter sa tente dans des jardins. On n'aurait même pas imaginé que quelqu'un puisse planter sa tente. À quelques secondes de la Tour Eiffel. À quelques secondes. Voilà, tout simplement parce qu'il fait... C'était un symbole. Il aurait fait ça 10 ans, 15 ans. Je peux vous assurer que lorsque la Libye aurait éternué, la France se serait rangée directement parce qu'il y a un jeu de lobby. Mais cela n'a pas empêché Sarkozy de le faire zigouiller. Ah oui. Allez, on va quitter Sarkozy, Kadhafi qui n'est plus, et surtout quitter Paris pour N'Djamena, les négociations entre la junte militaire au Tchad et de nombreux groupes rebelles qui devaient s'ouvrir le 27 février à Doha au Qatar sont reportés au 13 mars selon un communiqué du comité d'organisation publié jeudi. Alors, Sana, ce pré-dialogue est une tentative de réconciliation entre les groupes rebelles et le pouvoir installé en N'Djamena. Bon, on peut le dire ainsi, mais je crois que ce pré-dialogue, c'est plutôt prévu pour essayer de recenser les points de vue de chacun, de voir jusqu'où chacun pourrait mener la discussion en attendant le dialogue inclusif lui-même qui doit se tenir à N'Djamena. Je crois que c'est ainsi. Bon, maintenant, c'est une dizaine de groupes armés dont il est question. D'autres ont évoqué plusieurs, comment dit-on, problèmes logistiques liés aux pays d'hôtes. Certains ont exigé, il paraît-il, les billets d'avion. Là, il y a un timing qui n'est pas au rendez-vous au niveau du pays organisateur, juste pour des problèmes logistiques. Mais en soi, je crois que dans tout conflit interne, lorsqu'il y a avant le développement, pourquoi Doha? Pourquoi le Qatar? C'est la question que je me suis posée, mais je crois que Doha, c'est peut-être parce que à cause de sa neutralité politique, j'imagine tout le tollé que cela aurait fait si on annonçait que cela se passerait en France, ici, ailleurs. Je crois que c'est pour être en territoire neutre, à mon avis. On pensait aussi au Congo-Brazzaville, parce qu'entre-temps, le président Denis Sassou Nguesso s'est prononcé sur la crise tchadienne. Pourquoi pas, ou bien peut-être à Lomé aussi, à Lomé. Mais bon, je crois que on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi, mais c'est une destination qui a été acceptée par toutes les parties. Il ne faut pas aussi oublier que c'est de commun accord qu'ils ont décidé. Il fallait aussi harmoniser les points de vue. Mais moi, ce qui m'étonne dans ceci, c'est que cela explique beaucoup de choses. Ça veut dire que les meneurs de ces groupes armés qui déstabilisent le Tchad, on connaît là où ils sont, on sait là où ils se trouvent. Et donc ça veut dire que des États les protègent. Par exemple, on sait que l'un d'entre eux se trouve dans le désert libyen, les autres sont en Europe. Donc on sait qu'ils sont dans ces pays, qu'ils déstabilisent de loin leur pays et pourtant ils ne sont inquiétés par aucune justice. C'est quand même formidable. Voilà le monde. Pour mieux comprendre quel État peut protéger ces rebelles, selon vous? Moi, je n'ai pas envie de citer de nom. Je vous dis qu'on dit que les rebelles, les chefs des groupes armés vont se retrouver à Doha. Il y en a certains qui sont dans le désert libyen, d'autres qui sont dans d'autres pays, on les connaît. Moi, je ne vais pas citer de nom. Mais ça veut dire que des individus, vous imaginez par exemple, c'est un exemple que je donne, si on avait un chef de groupe armé,
qui pilote la stratégie d'un groupe armé qui déstabilise la sécurité intérieure d'un pays se trouve à Lomé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autorités togolaises savent que cet individu est à Lomé. Donc elles sont de loin, il déstabilise son pays et il est en sécurité. Et quand il faut négocier, naturellement, ça va tranquillement prendre l'avion pour rejoindre à Doha. Est-ce que ce n'est pas formidable? Ça me fait réfléchir. Donc ça veut dire que ces gens-là, qui de loin déstabilisent le Tchad, ils sont connus. On sait comment les contacter. Je croyais qu'ils étaient dans des forêts, quelque part, on ne sait pas où les toucher. C'est comme ça, les gens disent également que le Tchad aussi abrite des rebelles qui déstabilisent. Non, mais tu as l'exemple du Nigeria et du Cameroun. Quand il y a eu avec les ambassadeurs au niveau du Nigeria, le gouvernement nigérien a enfermé le type. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est pourquoi moi, je ne serais pas surpris, que ce soit le Mali, que ce soit le terrorisme qui déstabilise notre sous-région. On sait d'où ils sont armés. On sait la provenance des armes. Ça vient du conflit libyen. Et en même temps, on a des candidats à l'élection présidentielle libyenne qui sont à la tête, n'est-ce pas, de groupes armés en Libye même, qui financent maintenant ces groupes djihadistes qui déstabilisent la région. Et justement, ces représentants de ces groupes armés parfois sont soutenus par des puissances, les mêmes qui disent lutter contre le terrorisme dans la sous-région. C'est quand même formidable. Alors, Madame Sophia Kenyonsi Adanou, l'actuel chef de l'État tchadien, Mahamat Déby Itno, a montré véritablement des signes qui prouvent à suffisance qu'il veut asseoir une politique, surtout une politique de réconciliation entre les frères tchadiens. Est-ce que vous pensez que ce pré-dialogue de Doha peut aboutir à quelque chose? Non, d'abord, pourquoi Doha? Pourquoi pas j'ai posé cette question tout à l'heure. Pourquoi pas un territoire africain? Vous voulez lequel? Il y en a plein. Afrique du Sud? Lomé. Il y en a plein. Lomé, pourquoi pas? Il y en a plein. C'est l'argent du contribuable qui va encore là-bas être dépensé dans les hôtels et autres. Ou bien la Côte d'Ivoire? Non, pas la Côte d'Ivoire. Certains ont exigé qu'on leur affrète un avion spécial. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Oui, il y en a qui ont... Le regard de Madame, elle dit un pays africain, je dis la Côte d'Ivoire. Non. Pas la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, donc c'est ça. Donc, il y a l'Algérie là-bas, oui, donc pourquoi pas. Donc, donc c'est ce côté-là, et il faut qu'on arrive aussi entre Africains à discuter, entre frères, pour s'entendre. Les médiateurs peuvent venir, pourquoi à chaque fois toujours faire venir les nôtres là-bas? C'est comme s'ils ont toujours une mainmise, c'est eux qui disent les derniers mots là, ça c'est pas tellement intéressant. Donc, et Doha, parce que c'est, comme l'a dit tout à l'heure M. Sana, et sur le plan financier aussi, il pèse, le Qatar pèse là-bas. La neutralité, la neutralité, il paraît-il aussi qu'il finance un groupe pétrolier, Glencore, donc, et le pays a une main là-bas, donc du coup, qui exploite le pétrole au Tchad. Donc, si cette crise-là s'éternise, ça ne les arrange pas du tout. Donc, il faut tout faire pour que les frères puissent s'entendre et que les problèmes qui minent leur pays, sur lesquels ils ne sont pas mis d'accord, puissent être mis sur la table et qu'ils en discutent pour trouver des compromis et faire des assises nationales pour que le pays puisse avancer. Donc, vous aviez parlé aussi également de... J'ai perdu un peu le fil. C'était une question? Oui, par rapport à ça. Traumatisé par le conflit tchadien. Non, la question c'était quoi? C'était... Pourquoi Doha? Pourquoi Doha? Ça, c'est répondu. Oui. Ensuite, est-ce que ce pré-dialogue peut apporter quelque chose? Bon, je ne ferai que souhaiter ça, parce que si ça pourrait, ils peuvent s'entendre là pour faire avancer les choses, ce ne serait qu'une bonne chose, parce qu'après tout, il faut s'asseoir et discuter pour faire avancer. Toujours conflit. Bon, ça fatigue là. Les peuples sont fatigués de ça. Il faut trouver un compromis. Bon, et si ça avance, et les rebelles de leur côté et le pouvoir en place s'entendent sur des principes, des bases pour un bon vivre ensemble, je crois que ça ne ferait que du bien au pays, à toute la sous-région, pourquoi pas à toute l'Afrique et aux autres partenaires. Je crois que c'est une bonne chose, il faut qu'ils en discutent pour s'en sortir. Un dialogue entre le pouvoir et puis les différents groupes rebelles, sans ce chef rebelle, j'oublie son nom, qui aurait
demandé l'appui de Wagner par le truchement d'un ministre proche du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Moi, bon, après, je ne suis pas spécialement étonné parce que, après, si vous voulez, le Qatar, par contre, pour moi, n'est pas neutre. Le Qatar est impliqué dans tout un ensemble de, comment dirais-je, de déstabilisation. Est-ce qu'on peut parler de déstabilisation? Mais en tout cas, il soutient un certain nombre de groupes. Hein, et il a d'ailleurs eu des problèmes avec un certain nombre de ses voisins par rapport à cela. Après, moi, je peux demander, par exemple, à ceux qui nous suivent, hein, de faire cette recherche-là. Si vous prenez les grosses, si vous voulez, les grosses sociétés à la mode qui investissent en Afrique actuellement, et que vous regardez les capitaux qui y sont injectés, vous retrouverez énormément de présence qatari dedans. Tout comme ils sont présents au PSG aussi. PSG, Oui, tout à fait. Bon, mais c'est justement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de présence économique sans à un moment avoir un certain nombre d'ambitions géostratégiques et par conséquent un certain nombre de, si vous voulez, d'investissements en griffe politique. Donc vous avez un Qatar qui veut sa part d'Afrique aussi. Qui veut sa part d'Afrique. Elle a su comment dirais-je, investir l'Europe à l'image de l'Arabie Saoudite, qui est un superbe exemple. Depuis que les fonds saoudiens alimentent un certain nombre de réseaux occidentaux, il n'y a personne qui ose s'offusquer contre le prince. La Chine est un bel exemple. Quand je parlais tout à l'heure de lobbying et ainsi de suite, d'investissement au sein de, comment dirais-je, des strates économiques occidentales, des strates politiques occidentales, ce sont de bels exemples. Donc vous verrez que même avec les conflits qu'il y a actuellement, on évite de parler de la Chine, on évite de parler des Orientaux, c'est-à-dire on évite de parler de tous ceux qui ont un pouvoir financier tel qu'on ne peut se permettre de se les mettre à dos. Maintenant, on a un pays qui est celui du Tchad et qui effectivement aurait, je trouve, gagné à faire, je sais pas, cette rencontre dans un pays africain, parce que dans un pays africain, à mon sens, il y a des pressions qu'il n'y a pas. Là, on se retrouve à délocaliser tout un ensemble de personnes. On assure les frais, il y a de l'argent qui est sorti, donc on voyait à peu près le chemin. On les emmène à Doha. Alors, on les emmène à Doha, alors que le problème qui se pose, c'est que vous êtes dans un pays tchadien, dans un gouvernement tchadien. Qu'ils ont accepté aussi à l'unanimité. T'es d'y aller, ça veut dire ils acceptent. Il y a les cadeaux. C'est vous et moi qui nous en plaignons, eux ils s'en foutent. Non, mais ils sont contents même peut-être. Mais c'est ça qui est triste, parce que, alors, le problème du Tchad, le Tchad, c'est un pays qui a une position stratégique et qui a toujours été convoité. Vous avez le gouvernement de N'Djamena qui est soutenu par la France. À quelques kilomètres, vous avez le gouvernement de Touadéra qui est soutenu par la Russie. Le rapport à la Russie, le rapport des politiques africains et des géostratèges africains par rapport à la Russie a changé. La diplomatie africaine est obligée de changer par rapport à ce qui se passe en Europe, parce que la Russie n'est pas avec les mêmes prétentions qu'elle avait il y a quelques mois. C'est une autre Russie, c'est une Russie belliqueuse, condamnée, ainsi de suite. Et on demande à tous ces États d'être clivés. À tous les belligérants, on leur demande choisissez de quel camp vous êtes. Et maintenant, vous avez un Qatari qui est impliqué dans une partie des mouvements qu'on appelle palestiniens, égyptiens, tunisiens, libyens. Et c'est là où vous dites que le Qatar n'est pas neutre. Le Qatar n'est pas neutre. La Libye est frontalière du Tchad, et la Libye a un fort contentieux historique avec le Tchad. À l'époque, on parlait de la guerre de la bande d'Aouzou, où était impliquée la France. Donc, pour moi, il n'y a rien d'anodin, parce que on est toujours dans, si vous voulez, une genre de reconquête insidieuse de l'Afrique, où chacun veut sa part, mais chacun veut sa part en occultant la présence des Africains. Pour moi, il ne peut pas avoir une rencontre entre la junte et les politiques maliens sans y associer qu'on appelle la communauté de l'Afrique centrale, la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui prend le contre-coup de tout ce qui se passe, l'Union africaine, et on rentre exactement dans le même procédé qui consiste à prendre des Libyens, on les embarque, on les emmène en Allemagne. On prend des trucs, on les emmène... Bon, là maintenant, on prend des Tchadiens, on les emmène à Doha. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Doha? Et maintenant, quand ils vont à Doha, comment se fait-il que les principales institutions qui, depuis le début,
investissent dans ce conflit, les États frontaliers, qui de toute façon sont les premiers concernés par ce conflit, ne soient pas associés aux discussions. Alors, Sana, moi j'ai envie de poser cette question. On a vu la société civile tchadienne aussi ces derniers moments qui a organisé sans cesse des marches. On a vu également des partis politiques, surtout le jeune opposant, son nom m'échappe un peu, qui était au fond à chaque moment. D'abord, les négociations entre le pouvoir et la junte. Après, on revient avec toute la classe politique tchadienne. Non, vous savez, ce que moi j'aimerais... Je vais parler de Sucé Masra. Oui, ce que moi j'aimerais dire, c'est un peu ce jeu de pouvoir que moi j'estime malsain. Malsain parce que quand vous avez un conflit dans un pays, ceux qui en souffrent, ce sont les populations. Parfois, ces populations sont divisées entre tel pro-ci, tel pro-ci. Mais au finish, quand cela veut se résoudre autour d'une table de négociation, ce n'est plus les intérêts de ces populations qui sont en jeu. C'est plutôt ces personnes qui sont à la tête de ces organisations politiques, politico-militaires. On les rassemble autour d'une table pour, en guillemets, ou bien pour se partager le gâteau. C'est ça en réalité. Mais à partir du moment où les intéressés, les principaux tenants de ces conflits armés, eux-mêmes décident de ne pas associer leurs voisins, de ne pas associer la société civile, de ne pas associer l'Union africaine, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ils se sont dit, le Tchadien, comme on le dit aussi, au Mali aussi, ils se retrouvent entre eux, ils ont décidé que ce ne soit ni au Tchad, ni dans un pays africain, mais à Doha. Mais ça ne fait que, ça ne fait que les engager. Maintenant, moi, le côté, c'est triste, c'est l'instrumentalisation de ces populations-là. Nous sommes là à nous diviser pour des gens qui nous vendraient pour un sou. Et c'est ce qui est en train de se... Analyser l'instrumentalisation là est très important. On va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Sana, Sadio et tout. On vous retrouve aussi Oris Tonkovi et Madame Sophia Kenyossi pour la suite.